Claire Fouja, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé du cabinet Franklin, en charge du département droit social, et vous êtes saisi de plus en plus souvent par des entreprises dont les prestataires sollicitent devant le Conseil des prud'hommes la requalification de leur contrat de prestation de service en contrat de travail. Alors quel est l'intérêt de ce prestataire de tenter de faire requalifier sa relation en contrat de travail ? L'intérêt pour le prestataire, c'est lorsqu'il voit que la relation qu'il a avec l'entreprise est sur le point de prendre fin pour diverses raisons. Il a évidemment souvent un manque important de revenus et en sollicitant la requalification de la relation de prestataire en contrat de travail, il va tenter d'obtenir du Conseil de prud'homme la requalification en contrat de travail, de sorte que le Conseil de prud'homme considérera peut-être, si effectivement cette requalification se justifie, le Conseil de prud'homme considérera peut-être que la relation a été interrompue sans motif, sans cause réelle et sérieuse, sans suivi de la procédure, ce qui permettra au prestataire de bénéficier de l'ensemble des indemnités de rupture qui sont propres à la rupture d'un contrat de travail, mais aussi possiblement des dommages et intérêts. Alors, quelles sont les circonstances qui amènent certains prestataires à solliciter la requalification de leur contrat de prestation de service en contrat de travail ? Le plus souvent, les circonstances sont celles où le prestataire a une relation quasi exclusive avec la société. Elle est, cette société, la seule source de revenus du prestataire. Et évidemment, quand il voit arriver la fin de la relation, il est fortement inquiet de l'absence de revenus futurs. Et c'est d'une certaine façon le moyen d'obtenir devant le Conseil de prud'homme des indemnités, voire ensuite, si le contrat de travail est requalifié, sa prise en charge par Pôle emploi. Et peut-être aussi de tenter d'obtenir, par le biais d'une transaction, qu'il soit mis un terme à tout contentieux potentiel. Alors une question qu'on se pose assez souvent, est-ce que la réalisation de la prestation dans les locaux du client augmente le risque de requalification ? Alors, il se trouve que dans les affaires que nous avons eu à connaître récemment et qui ont été jugées en première instance et en appel par la Cour d'appel de Metz et la Cour d'appel de Bordeaux, c'était précisément des situations où les prestataires réalisaient la prestation dans les locaux de l'entreprise, donc dans un ensemble organisé de personnes, pour reprendre un terme un peu juridique. Et effectivement, les circonstances dans lesquelles la prestation est réalisée s'apparentent à l'exécution d'un contrat de travail, puisqu'on a comme voisins de bureau des personnes qui sont salariées, et que d'une certaine façon, l'entreprise s'adresse de plus en plus aux prestataires de la même façon qu'il s'adresse aux salariés. Et il se peut que les circonstances favorisent effectivement, les circonstances de fait dans lesquelles la prestation est réalisée, favorisent la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail. Alors justement, quelles sont les précautions à prendre pour éviter un tel risque de requalification ? Alors, la première des précautions, lorsqu'on fait appel à un prestataire, c'est de vérifier qu'il est inscrit soit en tant que société, soit en tant que travailleur indépendant, alors auprès du registre du commerce et des sociétés, auprès du répertoire des métiers, ou en tout cas auprès de l'URSSAF. Parce que si c'est le cas, il y a une présomption de ce que le prestataire est effectivement un indépendant. Et s'il sollicite la requalification de son contrat de prestation de service en contrat de travail, ce sera à lui de rapporter la preuve de ce que les circonstances dans lesquelles il a exécuté sa prestation sont celles d'un contrat de travail. Donc il y a un renversement de la charge de la preuve, et c'est donc au prestataire de rassembler les éléments qui sont de nature à qualifier la relation comme étant celle d'un contrat de travail. Alors côté entreprise, quels sont les éléments que la société doit rassembler lorsqu'elle est poursuivie devant le Conseil des prud'hommes par un prestataire qui sollicite la requalification d'un contrat de prestation de service en contrat de travail ? Alors, la première chose que je vous indiquais, c'est effectivement de vérifier qu'il est bien inscrit en tant qu'entreprise ou travailleur indépendant par un extrait CABIS ou l'équivalent. La deuxième chose, c'est de vérifier que dans les relations qui ont réellement existé entre ce prestataire et la société, il n'y a pas de quoi qualifier un contrat de travail. Et les éléments les plus souvent produits par les prestataires qui sollicitent cette requalification, ce sont des échanges d'emails. Donc, le conseil majeur que l'on peut donner aux entreprises, c'est d'être extrêmement vigilant quant à la façon dont ils s'expriment dans les échanges d'emails en particulier avec les prestataires. Aujourd'hui, on a un style un peu télégraphique quand on envoie des emails, et ce style télégraphique peut donner à ces emails une connotation un peu autoritaire. Alors il faut se méfier.
parce que c'est précisément cette connotation autoritaire qui permet de qualifier un contrat de travail. Je rappelle qu'un contrat de travail, c'est une situation où on a un salarié qui est en état de subordination vis-à-vis d'un employeur qui lui donne des instructions, qui contrôle son travail et qui a le pouvoir de le sanctionner. Donc s'il ressort des emails échangés, qu'il y a effectivement un ton autoritaire, que des instructions sont données, effectivement, le prestataire aura ainsi des éléments pour démontrer la nature de la relation comme étant celle d'un contrat de travail. Donc attention au libellé des emails. Et dans les deux affaires très récentes que nous avons défendues, il se trouve que nous avons passé au crible, véritablement, tous les échanges d'emails de la société avec le prestataire pour démontrer qu'à chaque fois, la société prenait des précautions. Il lui était demandé à ce prestataire s'il était disponible pour intervenir à telle ou telle date, de faire des devis. On confirmait ces devis par des bons de commande, on avait des prestations détaillées, de sorte que l'ensemble de ces éléments qualifiait une relation de prestataire et certainement pas un état de subordination propre au contrat de travail. Donc oui, la première chose, ce sont les échanges d'emails. La deuxième chose, le prestataire a souvent un site internet, une propre adresse email. Et à ce propos, il est important aussi d'éviter qu'un prestataire qui intervient de manière régulière dans l'entreprise se voit donner par l'entreprise une adresse email de l'entreprise. Éviter aussi que son nom figure sur la liste des, comme ça arrive parfois, des salariés de l'entreprise, la liste téléphonique. Éviter de l'autoriser à prendre des congés à telle ou telle date, ou de lui imposer des congés à telle ou telle date. Bref, laisser le prestataire dans une situation où il reste maître de la façon dont il va réaliser sa prestation, maître de l'organisation de son travail, bien évidemment, tout ça dans les limites des engagements qu'il a souscrits dans le cadre du contrat de prestation de service. Merci beaucoup, Claire.